Lavénois. Tiens, Lavénois. Ah mais oui, Lavénois, avec ses chemins buissonniers, ses villes fortifiées, ses sites gallo-romains, ses abbayes. Ah ben le fromage aussi, le maroilles. Mais si le maroilles, le fromage de bienvenue chez les ch'tis. Ah bah c'est bon mais champu hein. Et bien dans Balade au Nord, on va vous faire découvrir cette belle région qu'est Lavénois, avec notamment les fortifications Vauban à Le Quesnoy, les sites gallo-romains de Bavay et le musée du verre à Trélon. Et le maroilles. Beaucoup de recettes sont faites avec du maroilles. La flamiche au maroilles, le filet mignon de porc au maroilles, une tartine de maroilles. Tiens, ça me donne faim tout ça. Je vais aller manger du maroilles. Eh bien, bon appétit et je vous propose avec votre maroilles, pourquoi pas de la bière ou du jus de pomme, d'autres spécialités de l'Avesnois. Bonjour à tous, nous sommes sur la place d'Avesnes-sur-Helpe, le chef-lieu de ce territoire, l'Avesnois. Alors nous sommes toujours dans le département du Nord, mais tout au sud. Le parc naturel régional de l'Avesnois s'étend sur 125 000 hectares et regroupe 129 communes. Je vous propose de démarrer ce balade en Nord avec une très belle ville, la ville fortifiée de Le Quesnoy. Il est passionné d'histoire et a mis sa passion au service de la ville de Le Quesnoy. Yannick Malanquin est guide à l'office de tourisme. Il connaît sur le bout des doigts l'histoire de la deuxième ville fortifiée de France. Avec lui, vous traversez 9 siècles à travers la ville militaire de Le Quesnoy. Ici, c'est un endroit vraiment bourré d'histoire parce que nous avons devant nous le château construit par Baudouin IV, donc du XIIe siècle. Le secteur ici a été aménagé par Charles Quint, réaménagé sous Vauban. Et nous sommes ici aussi sur un secteur qui a été réaménagé par Serré de Rivière à partir du XIXe siècle. C'est une ville qui a un potentiel extraordinaire au point de vue touristique, histoire, et qui peut être mis en valeur, comme vous voyez, par la restauration actuelle, par les fêtes que nous y menons, et qui nous permet un petit peu de sortir vers l'avenir. Et qu'est-ce qui a décidé que cette ville allait être une place forte ? Mais c'est Baudouin IV, lorsqu'il est venu ici, on l'appelle l'édifieur, qui a tout simplement acheté ce secteur ici. Et Le Quesnoy est un secteur stratégique au niveau géographique, et est devenu un secteur stratégique au niveau militaire. Et à partir de là, on n'a pas pu faire autrement que de l'intégrer dans nos fortifications, la défense des frontières des pays. Pourquoi on n'a pas démoli les fortifications de Le Quesnoy ? Mais contrairement à toutes les villes que l'on a ici, des villes militaires, comme Valenciennes, Avesnes, Condé, Le Quesnoy n'a jamais eu d'argent nécessaire à démolir ses fortifications pour pouvoir y faire des secteurs industriels. Donc cette chance de ne pas avoir eu d'argent pour démolir fait que maintenant nous avons un patrimoine exceptionnel, puisque Le Quesnoy est considéré comme la deuxième ville fortifiée de France. Et nous sommes quand même détenteurs d'un patrimoine assez exceptionnel qu'il faut mettre en valeur, et c'est ce qu'on essaie de faire le mieux. On continue nos visites historiques. Je vous propose d'aller à Bavay. Cette ville abrite le plus grand site gallo-romain au nord de la Loire. Son forum est classé monument historique et le musée site archéologique vous propose une exposition sur les voies romaines. Il était une voie, ou peut-être 2, ou 3. En fait, il en était 7. 7 voies qui mènent à Bavay. Sur les 12 000 km établis par les Romains, Bavay est un axe majeur sur la partie nord de l'Empire. Alors pourquoi toutes les voies mènent à Bavay, ou pourquoi est-ce que Bavay est au milieu des voies? On ne sait pas très bien qui de l'œuf ou de la poule a commencé dans l'histoire. En tout cas, il est certain que ce qui fait converger à Bavay, c'est d'une part les troupes qui doivent circuler, et d'autre part le commerce qui s'installe aussi sur ces axes, et le besoin d'installer une présence de l'Empire dans cette partie du territoire. Pour comprendre comment l'Empire s'organise, on parcourt les objets antiques provenant de musées de la région, de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas. Parmi ces objets, les bornes miliaires, la signalétique de l'Antiquité. Ces bornes miliaires étaient des panneaux indicateurs de l'époque et portent aussi la trace un peu de qui avait décidé de faire construire la route, de qui l'entretenait et de comment ça fonctionnait, qui avait payé pour faire les travaux. Et donc on a là toutes les traces des empereurs qui s'offrent à nous, et finalement à travers
un panneau tout simple d'indication, on arrive à tirer le fil de l'histoire et à comprendre un petit peu comment ça pouvait fonctionner. Si on cherche bien, les voies romaines sont présentes dans le paysage. Les principaux axes routiers ont repris le tracé de ces routes de l'Empire. Dans l'imaginaire commun, on connaît très bien les chaussées Brunehaut, enfin pour les gens qui habitent ici dans le Bas-Vézy, un petit peu plus au sud en Picardie ou même dans l'Artois, on connaît des chaussées Brunehaut et souvent ces chaussées Brunehaut en fait sont des voies romaines et on a quelques idées reçues dessus et donc c'était intéressant de voir vraiment comment ça fonctionnait, qui étaient les personnes qui les empruntaient, pourquoi on les empruntait et quelles étaient un peu les règles autour de ces voies. Si toutes les voies mènent à Rome, quelques-unes repartent vers Bavay. Alors désormais, vous connaissez le chemin. L'atelier musée du verre à Trélon est unique en Europe, il fait partie de l'écomusée de l'Avesnois. Installé dans une ancienne verrerie, on peut encore y voir 2 anciens fours. À côté de ce passé, les souffleurs de verre animent les visites. Jean-Baptiste Pinel, souffleur, transforme le verre en objet unique. Le four qui est derrière moi, là où Alain travaille, il est à 1130 degrés. Donc c'est à peu près la température de travail pour qu'on puisse souffler des pièces, etc. Tout le monde pense que souffler du verre, c'est vraiment dur, qu'il faut avoir des poumons. Mais en fait, non, quoi. Comme je vous dis, c'est simple, en fait. Du moment que le verre il est chaud, le verre il se dilate vraiment bien en soufflant dedans. On prend la canne, on cueille du verre, on met la couleur, on fait le décor qu'on veut à l'intérieur, puis ainsi de suite, quoi. Quelles sont les caractéristiques d'un souffleur de verre en fait? Faut être artistique aussi au départ. Bah, disons que pour être souffleur de verre, faut être motivé. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on devient souffleur de verre et qu'on arrive à faire une pièce. Il faut avoir la patience et l'amour du verre. Tout à l'heure, on vous a vu partir avec une boule. Vous saviez que vous alliez faire un vase à la fin? Bah, disons, il faut déjà avoir l'idée de la pièce qu'on va faire dès le départ. Déjà au point de vue du choix de la canne, la grosseur, la longueur et tout dépend de ce qu'on va faire. Mais c'est mieux de commencer avec une idée en tête. J'ai vu qu'il y avait des outils aussi pour donner certaines formes. Voilà, on a certains outils, on a des fers à trancher, on travaille avec une maillotche, on appelle ça une mouillette, c'est du journal pour lui donner la forme. Les fers à trancher, c'est pour inciser le verre, pour qu'on puisse le détacher ou travailler à certains endroits. Après, d'autres cannes comme des pontis pour reprendre la pièce par le fond pour pouvoir travailler le col du vase. Le premier vase que vous avez fait, il ressemblait à celui-là? Non, il était horrible. Mais je l'ai gardé quand même, quoi. C'est ma première pièce. Le travail du verre vous intéresse, sachez que l'atelier musée du verre de Trélon organise des stages d'initiation ou de perfectionnement pour découvrir le travail du verre. Un seul renseignement, l'atelier musée du verre de Trélon. Maintenant, direction Fény, non loin de Maubeuge, pour découvrir le fort de Levaux, un fort qui nous replonge dans le quotidien des poilus lors de la Première Guerre mondiale. Le fort de Levaux, c'est toute une histoire. Construit en 1882, il est bombardé par l'armée allemande le 7 septembre 1914. Il n'aura tenu qu'une seule journée. Alors ça, c'est bien sûr l'histoire très raccourcie, mais depuis 17 ans, une association s'acharne à sauvegarder et raconter l'histoire et les histoires du fort. Oui, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure humaine, puisque nous avons décidé, il y a maintenant 13 ans, de ressortir de l'oubli sans savoir le nombre qu'ils étaient, des soldats qui étaient emmurés dans le tunnel dit des emmurés. Nous avions eu les traces grâce à un soldat qui était ici sur place le 7 septembre 14, qui a écrit des petites mémoires, le soldat Louis Bourdon, un instituteur. Il nous a fallu donc 1 an et demi pour les sortir de ce tunnel et avoir la chance à chaque fois d'avoir la plaque militaire, la plaque d'identité, et ensuite retrouver les familles. Alors on découvre deux aspects. On découvre d'abord la vie dans les forts
au début de la Première Guerre mondiale, la vie quotidienne des soldats, à travers des lieux reconstitués comme ici la chambrée ou la cuisine, le magasin à vivre. Et on découvre aussi l'histoire de la place forte de Maubeuge au moment des combats en septembre 1914. Toute l'année, des bénévoles réparent, restaurent et fouillent le fort. Dans leurs tâches, ils sont aidés par des chantiers d'insertion de la ville de Feigny. Et après toutes ces années, il reste encore beaucoup d'histoires à découvrir. Il reste encore des choses à connaître et il y a encore des énigmes. Bon, nous avons une connaissance assez approfondie du fort de Levaux, mais à chaque fois qu'on fouille, notamment à la grue, on retrouve des fois des pièces qui nous posent des énigmes. Pourquoi une telle pièce d'obus est là alors qu'il n'y a pas d'obus? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y a toujours à se poser la question et toujours à creuser et à chercher. Pour découvrir le Fort Levaux, rendez-vous le 15 mai pour la journée porte ouverte du fort et il vous sera possible de goûter la rata des poilus. Voilà, voici nos autres idées de sortie avec notre agenda proposé par notre amateur de maroilles. C'est vrai que c'est bon à nous que le maroilles. Sinon, au lieu de manger, vous pouvez aller à Calais. Il y a une grosse araignée qui séjourne jusqu'au 26 mars. 15 personnes qui pilotent un gros robot. C'est l'exposition de la compagnie de la machine. C'est au Chanel à Calais. Tous les renseignements sur le site internet du Chanel. Si les araignées vous font peur, vous pouvez aussi aller à Bavay. Les 23, 24 et 25 avril, 80 personnes font une reconstitution de troupes romaines, avec un grand défilé, des costumes, des chevaux. Toutes les infos sont sur www.ba-ve.com. Et pour finir, une petite balade en nature, mais pas n'importe où, à la Cité Nature d'Arras. Ici se mêlent science, alimentation et santé sur une surface de 2500 m². Rendez-vous donc du mardi au vendredi de 9h à 17h et le week-end de 14h à 18h. Renseignements au 03 21 51 59 59. Bon, moi je vous dis à la prochaine fois et je vais manger une petite tartine de maroilles. Balade en or, c'est terminé. Il reste beaucoup de choses à découvrir sur ce territoire. 1400 km de ruisseaux et de rivières parcours l'Avesnois. Vous pouvez y faire de belles balades ou du cyclotourisme ou du VTT. À vous de choisir. Un petit conseil pour préparer vos visites, le site internet tourisme-avesnois.com. À vous de jouer. Bonne balade. Nous, on se retrouve prochainement.